Vous suivez Star 20 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité de ce soir, lundi 22 mars. 2 personnes ont trouvé la mort suite à la mauvaise manipulation d'une arme par un policier. La psychose était perceptible sur les lieux. Ce mardi, le point dans cette édition d'information. Depuis, des cas de coronavirus sont recensés dans les établissements à l'intérieur du pays. Vous aurez la réaction des syndicalistes dans cette édition. Le Front National pour la défense de la Constitution a annoncé lundi un changement de sa stratégie. Des acteurs de la société civile n'ont pas tardé à réagir ce mardi. Une fois encore, bonsoir. Vendredi dernier, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a annoncé le suivi médical des détenus politiques à la maison centrale de Conakry. Ce mardi 23 mars, un des avocats de ses opposants a contesté cette affirmation. Il affirme que le pouvoir judiciaire est toujours guidé par l'exécutif en Guinée. Oumar Condé pour le compte-rendu. Ce membre du collectif des avocats des détenus politiques à la maison centrale de Conakry n'est pas du tout impressionné par l'annonce faite par le ministre de la Justice concernant le suivi médical des opposants. Pour lui, ce n'est pas un cadeau pour leurs clients. Ce sont les dispositions légales qui doivent être appliquées. Nous ne demandons pas un traitement de faveur. Tout ce que nous demandons, c'est l'application de la loi. Tout ce qu'il a dit, c'est prévu dans le code de procédure pénale. Il n'y a absolument rien de nouveau. Le collectif pour la défense de ces prisonniers politiques ne souhaite que le respect de la loi dans ce dossier. Cependant, il déplore le fait que la justice roule pour l'exécutif. Donc, si effectivement il tient une telle déclaration, cela démontre une fois de plus ce manque d'indépendance de la part de nos magistrats face à l'exécutif. Sinon, quand il y a une telle déclaration, d'abord, vous savez, il y a la violation du principe de la présomption d'innocence. Et au-delà, il y a les dispositions légales qui interdisent à quiconque de s'immiscer dans une procédure judiciaire. Ailleurs, ça peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Mais chez nous ici, c'est l'exécutif qui contrôle tout, c'est l'exécutif qui dicte tout. Et malheureusement, le souhait ou bien les vœux de M. Alpha Condé sont appliqués à la lettre. Dans un communiqué lu vendredi soir à la télévision nationale, le département de la justice a annoncé qu'en plus des dispositions habituelles et pratiques relatives à la santé des détenus, le chef de l'État a recommandé pour les détenus qu'ils soient suivis tous les jours par leur médecin traitant, même qu'ils ont un personnel qualifié qui suit régulièrement tous les détenus et s'inquièrent de leur état de santé au quotidien. Le parti Nouvelle Force Démocratique NFD est assigné en justice par le bailleur propriétaire du siège, César Hamdallah. Ce siège avait été la cible des manifestants durant la campagne pour la présidentielle du 18 octobre 2020. Un des cadres du NFD a réagi à cette actualité ce mardi 23 mars. Suivez ce reportage de Sayoun Kamara. Le parti de l'ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune Mokhtar Diallo fait face à des ennuis judiciaires. La justice exige aux nouvelles forces démocratiques NFD le paiement de 10 milliards de francs guinéens en guise de dommages et intérêts en faveur du propriétaire du siège. Ce cadre du parti en dit quelques mots. Lorsqu'on a été attaqué ce jour, les dégâts ont été énormes parce qu'on a eu des blessés. Nous avons perdu ce qu'on avait déjà comme mouvement. Mais nous avons constaté que le propriétaire du siège s'en de ça. Lui, le lendemain de l'attaque, il nous a appelé pour nous dire comment nous allons faire par rapport à son bâtiment. Nous avons dit mais vous avez... Pour ce responsable, le propriétaire du bâtiment ne devrait en aucun cas engager cette procédure judiciaire. Non, nous, à partir du moment où il n'a pas compati lorsqu'on a eu le procès, on ne peut pas dire que c'est une autre personne qui est le propriétaire, c'est quelqu'un, vraiment, il est inhumain. Sinon, il ne devrait pas se comporter comme ça. Nous, on a pris le bâtiment au moment où personne n'osait le prendre. Nous, on est venus, on a pris le bâtiment, on a renouvelé le bâtiment à notre propre frais et on est en train de payer régulièrement. Chaque mois, nous payons 7 millions. Ça ne tape pas. Il n'y a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Nous,
nous, on pensait qu'ils n'allaient pas se comporter comme ça. Mais nous avons compris que vraiment, ce n'est pas humain. C'est pas humain. Sinon, si quelqu'un, il y a plus de 2 ans, depuis 2017, on est venu là-bas. Ça, c'est pas hier. Il n'y a pas eu de problème. Le siège du parti NFD a été attaqué lors de la campagne pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Des vitres avaient été brisées, une partie du bâtiment incendiée. Lundi 22 mars, au moins 2 personnes ont trouvé la mort suite à la mauvaise manipulation d'une arme par un policier au quartier Lansana Barrage, ce qui a provoqué des échauffourées entre jeunes du quartier et agents de force de maintien de l'ordre. Ce mardi 23 mars, le flou demeure toujours chez les citoyens concernant la mort de ces 2 jeunes. Alpha Omar Diallo. Le dispositif sécuritaire est renforcé ce mardi au grand rond-point de Lansana Barrage. C'est la psychose après l'incident qui a coûté la vie à 2 personnes et fait un blessé. On se demande encore comment cela a pu se produire. Ces conducteurs de taxi témoignent. Hier, il y avait cadence, avant-hier, il y avait un policier qui a tiré au niveau du marché. Il fait l'hiver, au bande de 21h, 22h. Il avait tiré 5 balles, maintenant ça a touché 3 personnes. On a amené le travail. Sur les lieux où le jeune vendeur de brochettes a été tué, les traces sont visibles. Moussa Sissi est notre conducteur de taxi-moto et cet autre citoyen sous anonymat dénonce la mauvaise formation des policiers. Ce sont des agents de force de l'ordre qui ont tiré sur une personne, soit disant que c'est un bandit. Mais nous ne croyons pas à cela. En tout cas, c'est Dieu qui saura qui est fautif. Hier, la nuit, j'étais rentré à la maison. J'ai attendu le coup de feu qui se suivait, quoi. Après, nous, on a demandé comment il a fait, pourquoi. On nous a dit que c'est l'arme qui est tombée avec lui. Mais moi, quand même, vraiment, je me suis dit, ça, c'est pas vrai, parce que ça, c'est pas des armes automatiques, quoi. Mais l'arme qu'il a, c'est manuel. Franchement, moi, j'ai dit, le gars, s'il n'était pas saoulé, il avait l'intention de tuer les gens, quoi. Automatiquement, les pick-up sont venus, quand ils ont trouvé, les élèves sont sortis, ils ont jeté gaz. Dans cet établissement scolaire situé en bordure de route, les élèves ont été des victimes collatérales de la colère de ces jeunes. Dans le sauve-qui-peut, cette élève s'est blessée. Elle raconte sa mésaventure. C'est mon père qui a entorsé hier, quoi. Ils ont fait lancer des trucs, des gaz hier. Maintenant, en courant, je me suis blessé directement. En attendant l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans cet incident, les citoyens et agents des forces de maintien de l'ordre s'accusent mutuellement. Pour le moment, les citoyens de Lansana Barrage vivent dans une inquiétude totale. Je vous l'annonçais dans le sommaire, le Front National pour la défense de la Constitution a annoncé lundi un changement de sa stratégie. Il s'oriente plutôt vers des revendications sociales, un changement qui n'a pas laissé indifférents les acteurs de la société civile. Mariam Bari et Moustapha Diané sont allés à la rencontre de l'un d'entre eux ce mardi suivi. Dans un communiqué, le FNDC a annoncé que des concertations ont permis d'adopter une stratégie comportant des initiatives fortes orientées vers des revendications sociales qui seront matérialisées par des actions concrètes. Désormais, la coordination sera gérée par la société civile. Cette annonce a surpris cet acteur de la société civile. C'était une surprise à part, parce que le FNDC, ce n'est pas une structure formelle. C'est un mouvement qui est créé uniquement pour un objectif, c'est-à-dire défendre la Constitution. Et pour moi, c'est une désorientation de l'objectif. Pour ces jeunes activistes, si la structure souhaite exister sur la scène sociale, elle doit revoir sa composition. Ils doivent non seulement revoir leur appellation, mais également leur structuration. Est-ce que le FNDC va devenir une structure formelle, c'est-à-dire qui a un responsable, qui a un statut de règlement intérieur, qui va avoir un agrément, etc., etc. Mais également revoir même sa composition. Parce qu'une structure formelle, soit c'est la société civile, soit c'est politique. Dans cette sortie médiatique du 22 mars, le FNDC
n'a pas manqué de rappeler que le peuple de Guinée est décidé à rompre la chaîne de ce qu'il qualifie de dictature rampante. Mais les observateurs disent attendre de voir comment cette nouvelle stratégie s'appliquera sur le terrain. Le président de la Haute Autorité de la Communication, dans une sortie médiatique, annonce que des démarches sont entreprises pour la libération du journaliste Amadou Julde Diallo. Ce 23 mars, des journalistes ont salué cet acte du président de la HAC. Suivez ce reportage de Yaye Moubari et de Moustapha Diani. Un membre du collectif de soutien à Amadou Julde Diallo se dit réconforté de la communication du président de la HAC qui affirme avoir entamé des doléances pour la libération du journaliste et historien. Cette sortie du président de la Haute Autorité de la Communication, M. Boubacar Yassine Diallo, nous considérons cela comme étant salutaire. Ça va dans le sens de notre combat puisque c'est ce que nous avons toujours demandé, que notre confrère soit libéré. Depuis la mise en place de notre collectif le 10 mars dernier, on a rencontré beaucoup de structures dans ce sens pour essayer de mobiliser les gens à œuvrer ensemble pour qu'on demande quand même aux autorités judiciaires de respecter la procédure qu'il faille en ce qui concerne le délit de presse. Amadou Julde Diallo est incarcéré depuis plus de 3 semaines à la maison centrale de Conakry. Cet autre homme de médias demande le respect strict de la loi L002 portant sur la liberté de la presse en Guinée. Dans les conditions normales, il ne devrait pas être en prison parce que les délits commis par voie de presse aujourd'hui, on ne doit pas envoyer un journaliste en prison en tenant compte donc de la loi organique L002. En lieu et place de la prison, normalement, c'est de l'argent qui doit être payé. Et vous avez entendu ce que les avocats ont dit, c'est que même si Amadou Julde Diallo est condamné aujourd'hui, alors il ne va pas payer au-delà de 5 millions. Donc on assiste à une sorte d'humiliation du journaliste, mais au-delà, c'est la liberté de la presse qui prend un véritable coup dans l'aile. La semaine dernière, Reporters sans frontières a publié un communiqué demandant la libération immédiate et sans condition de Amadou Julde Diallo. L'ONG exhorte les autorités à mettre fin aux emprisonnements arbitraires des journalistes alors que la Guinée a dépénalisé les délits de presse. La commercialisation de la noix de coco à Conakry permet à beaucoup de jeunes de générer des revenus. Certains d'entre eux sont revenus sur cette activité ce lundi. Mariama Kindi Bari et Moustapha Diani. Le jus de noix de coco est très consommé à Conakry. Beaucoup de jeunes s'adonnent à la vente de ce fruit. Ce vendeur qui a fait plus de 11 ans dans ce commerce explique les difficultés rencontrées. Dans l'exercice de notre métier, nous rencontrons beaucoup de difficultés, telles que des serpents sur les cocotiers. Des fois même, nous glissons. Après la cueillette de ces noix de coco, dans la vente aussi, le fait de l'éplucher avec le couteau, nous nous blessons. Et des fois, on est même obligé de prendre des injections de tétanos. Mais son importance est qu'il soigne beaucoup de maladies. Pour certains citoyens, la noix de coco améliore leur santé. Ces consommateurs expliquent. Je fais des recherches, je suis végétarien en quelque sorte. Je ne mange pas les conserves et autres. L'eau de coco, elle est très riche. Déjà, elle participe beaucoup à l'équilibre du pH du corps humain. Ça, c'est un. J'ai fait des recherches approfondies là-dessus. Et je le prends surtout par rapport à ses vertus nutritives. Surtout, il aide beaucoup à la purification du sang en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle je prends ça. Et j'en prends quotidiennement. Tous les jours, je prends au minimum un demi-litre. Moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Je suis grandi dans ça, c'est mon coutume. Normalement, j'ai vu mon père et ma mère manger ça, boire ça. C'est bon pour mon santé, c'est mon nourriture. C'est une nourriture africaine. Je travaille ici, Enisem Sidio, chaque fois je suis à Kipé. Chaque fois si je passe ici, je paye 2 à 3 fois comme ça. Parce que c'est bon pour mon santé, c'est ça qui est autorisé, on mange, parce que c'est notre nourriture. C'est tout. La noix de coco est très riche en fibres alimentaires. Sa consommation prévient la constipation.
Le coronavirus s'est invité dans les établissements scolaires en Guinée, notamment à l'intérieur du pays, ce qui n'est pas sans conséquence selon certains syndicalistes et responsables d'école. Ce mardi 23 mars, 2 syndicalistes ont exprimé leur inquiétude face à cette situation inquiétante. Pour en savoir un peu plus, suivez ce reportage de Kadiatou Bari et Ibrahim Khalil Silla. Depuis quelques mois, certaines écoles ne fonctionnent pas à la satisfaction des syndicalistes et spécialistes en éducation. Michel Pépé Balamou trouve la présence de la COVID-19 dans le milieu scolaire inquiétante. Pour lui, le respect des gestes barrières doit être prioritaire. C'est vraiment une situation inquiétante, d'autant plus qu'en 2015, on a été confronté au même problème avec l'épidémie d'Ebola qui avait créé un retard dans la rentrée des classes. Et si encore l'année passée, à partir du 15 mars 2020, il y a une discontinuité des apprentissages et que nous constatons aujourd'hui la résurgence aussi de cette pandémie du coronavirus dans certaines concessions scolaires et même universitaires. L'appel que je lance, c'est d'abord au niveau des apprenants, leur dire que cette maladie, c'est une réalité, ce n'est pas une invention. Puisque ça tue ailleurs, ce n'est pas seulement que chez nous en Afrique et particulièrement en Guinée. Donc il faut sauvegarder sa vie puisque ce sont eux qui sont l'avenir de la nation. Pour sa part, Mamadi Sayon Kamara, enseignant-chercheur, aussi préoccupé par cette vague de Covid-19, notamment dans les écoles, propose la sensibilisation. C'est la flambée, tous les jours, le nombre ne fait qu'augmenter. On est inquiet, nous-mêmes personnellement, encadreurs, on est inquiet. Et on se bat dans les écoles pour faire notre part de responsabilité pour sauver l'année universitaire, l'année scolaire. C'est notre combat de tous les jours. Et vous allez le voir tout de suite en classe. Le respect, le port du masque est obligatoire. Il faut dire aux gens que Covid-19, la meilleure façon de se protéger ou de l'éliminer, c'est de respecter les mesures barrières. Ces deux spécialistes en éducation soutiennent que la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus en cette période d'année scolaire doit être complètement suivie. Sinon, elle pourrait impacter négativement le système éducatif guinéen. Restons toujours dans le même cadre. Dr Sekou Diakité, médecin-chef à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, s'est également exprimé sur la présence de la COVID-19 dans les établissements universitaires. Il dit son constat. Suivez. La COVID est une maladie, une pandémie très contagieuse. L'université est un milieu où on retrouve assez d'étudiants, particulièrement à l'Université générale Lansana Conté, où nous avons plus de 20 000 étudiants et que nous encadrons sur le plan sanitaire. Donc la présence de cette pandémie dans un milieu comme ça est très inquiétante. C'est pourquoi nous avons pris des mesures pour que les étudiants se protègent, des mesures pour permettre aux étudiants pour ne pas se faire contaminer. Ce que nous demandons aux autres écoles, notamment aux universités, c'est de renforcer les mesures sanitaires. C'est le seul moyen pour lutter contre la Covid. Le port des bavettes. Si vous voyez que des grands pays comme la Chine ont pu vaincre cette épidémie, c'est le respect des mesures sanitaires. Le port des bavettes doit être respecté par les étudiants. Puisque la distanciation physique est difficile à respecter dans nos salles de classe, parce qu'il y a plus d'étudiants que de salles de classe, pour donc leur permettre d'éviter la contamination, c'est de les exiger de porter la bavette. Le message que nous avons, c'est surtout à l'endroit des étudiants, de ne pas se fatiguer de porter les bavettes. C'est difficile, parce que certains disent que ça étouffe. Mais de respecter cela, car ça protège, ça y va de leur santé, de leur vie. C'est la Covid tue. La Covid handicap parce qu'un étudiant qui est diagnostiqué positif est privé de la classe au moins pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, ses amis vont suivre les cours. Donc, nous demandons aux étudiants d'être rigoureux dans le port des bavettes et encore se laver les mains avant de rentrer dans la cour, à plus forte raison dans des salles.
Ce lundi 22 mars, les cabarets du pont 8 novembre ont été détruits suite au passage des policiers. Des personnes vivant avec un handicap ont été molestées par des agents de force de maintien de l'ordre. Ce mardi, le président des handicapés de Guinée a dénoncé le comportement de ces agents. Yaya Bari et Alassane Souma sont allés à leur rencontre. L'image de ces handicapés auxquels un policier envoie un coup de pied est devenue virale sur les réseaux sociaux en Guinée. La scène a été filmée ce lundi lors d'une opération de déguerpissement des emprises de la route. Des baraques où dormaient ces personnes ont été touchées. Malheur en a pris de vouloir protester. Le président des handicapés de Guinée condamne cet acte. Ce sont les forces de l'ordre qui sont parties au niveau du pont 8 pour le déguerpissement. Leurs cabanes sous lesquelles ils s'abritaient ont été non seulement saccagées, mais aussi ils ont été molestés de ce côté. Ce qui fait que nous condamnons avec la dernière énergie le fait qu'on touche à une personne en situation de handicap. À Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de penser aux personnes en situation de handicap. Donc nous les appelons à venir vraiment en aide, puisque nous aussi nous sommes de Guinée. On a des droits comme les autres. Cet autre dit avoir en personne été molesté par ces agents de force de maintien de l'ordre lors de cette opération. J'habite ici sur le pont le 8 novembre. Hier, ce qui s'est passé ici hier, ils ont frappé beaucoup de personnes handicapées ici, de cacher là où on passe la nuit. Donc on appelle le président, monsieur le président Alpha Condé, n'a qu'à nous aider à avoir un cité pour nous, comme les gens qui sont à la cité Solidarité Taouya. Là-bas, on n'a pas refusé de partir. Il n'y a pas de place là-bas. Ces personnes à mobilité réduite, livrées à elles-mêmes, ne savent plus à quel sens se vouer. Elles demandent à l'État de leur trouver un autre lieu de refuge. En prélude du match Guinée-Mali prévu ce mercredi 24 mars 2021 au stade général Lansana Conté, les deux entraîneurs ont animé une conférence de presse avant le match. On les écoute au micro de Ibrahim Diallo. Le point assez simple pour le Mali, c'est que le Mali peut se permettre d'avoir deux équipes sans aucun problème, parce que c'est une nation qui est assez forte, qui a prouvé qu'elle était dans les Premières Nations en Afrique. Et que nous, de notre côté, nous aussi, nous avons prouvé au Mali que nous pouvions rivaliser. On est chez nous. Il y a des points à prendre sur les deux matchs. Quand on est entraîneur, on calcule simplement, il y a 6 points à prendre, il faut prendre ces 6 points. Ça ne veut pas dire qu'on fera le nécessaire. La première des choses, c'est la qualification. Mais on ira pour prendre dans la tête les 6 points. Maintenant, il faut respecter les adversaires, respecter ce qui s'est passé, respecter les lois qui sont là, même si je trouve que la loi de passer plus de la moitié des matchs, qu'on se retrouve avec des 3-0 pour l'équipe qui ne va pas jouer, je parle avec le retrait du Tchad. En 2017, il y a eu la même chose, avec un match en moins, et pour finir, ils ont annulé tous les points. Mais on ne va pas jouer sur ça. On va jouer sur nos qualités, on va gagner sur le terrain, on ne va pas gagner du point de vue administratif. On va jouer notre match, on va gagner des points, et on va être qualifié avec nos forces et notre détermination. Donc, ce que nous savons de la Guinée, c'est une très grande nation de football. C'est une équipe nationale qui n'a jamais manqué de talent. Tout le monde sait que le Guinéen est un très grand manière de balle. Donc, sur le plan de la technicité, nous sommes convaincus déjà que nous avons une très grande équipe devant nous. Bien, pour ce qui concerne le reste, nous sommes venus avec, c'est vrai, notre esprit, notre sérénité d'esprit pour pouvoir jouer ce match dans le contexte que vous savez.
bien que vous avez parlé de Tchad qui a été disqualifié et que la dernière rencontre que nous devrons jouer chez nous déjà est gagnée d'avance. Donc nous allons aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité d'esprit. L'Oscili national de Guinée affronte les Aigles du Mali ce mercredi 24 mars 2021 au stade général Lansana Conté de Nongo. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires Cameroun 2021. Ce mardi, à quelques heures de cette rencontre, des entraîneurs ont réagi sur l'enjeu du match. Mohamed Salou Diallo. Le match Guinée-Mali de ce 24 mars, qui s'inscrit dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021, s'annonce décisif pour Didier Six et ses poulains. La disqualification du Tchad par la CAF a relancé la Namibie et le Mali. Ce coach estime que la Guinée a tous les moyens pour l'emporter face aux Aigles du Mali. Moi, je crois que c'est au niveau de la détermination, de la concentration et de l'efficacité des joueurs qui pourra nous permettre d'avoir notre qualification. Il faut d'abord gagner le match contre le Mali. Et nous avons un effectif pour ça. L'Oscili national de Guinée est deuxième du groupe A avec 8 points. Il est condamné à gagner ce mercredi pour être à l'abri de tout calcul lors de la dernière journée. Battre le Mali pour se frayer un chemin de qualification. Parce que, comme on l'a dit, la Guinée n'a pas d'abord sa qualification en main. Et tout dépendra du match de demain. Donc c'est pour cela, Didier Six, notre sélectionneur, doit nous proposer une équipe solide derrière. Parce que le Mali et la Guinée, c'est deux pays qui se connaissent sur tous les plans. L'équipe nationale guinéenne sera face à son destin au stade général Lansana Conté de Nongo. Une victoire à Conakry face aux Aigles du Mali est la chose la mieux sollicitée afin d'éviter toute surprise pour la prochaine rencontre face aux Namibiens qui joueront chez eux. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme à notre compagnie.